Bonjour, dans Je me livre, une nouvelle petite lecture de nouvelles. Aujourd'hui, une nouvelle d'un recueil qui s'appelle Le bar des habitudes de Franz Bartelt. Il a eu pour ce livre le prix Goncourt de la nouvelle en 2005 ou 2006, je ne sais plus. Allez, je vous en lis une qui s'appelle Le sixième commandement. Jérémie était jaloux. Pendant 5 minutes par jour, vers 12h30, à l'heure de la pause. Parfois un peu avant, d'autres fois un peu après. Le reste du temps, c'était un homme sans particularité comme tous les autres, de bonne compagnie, affable et à l'occasion raconteur d'histoires drôles. Mais tous les jours, aux alentours de 12h30, il éprouvait le besoin d'être suspicieux. Il téléphonait à sa femme, ou bien sans la prévenir lui rendait visite sur son lieu de travail. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Quand la crise survenait, il la voyait en train de faire l'amour avec toutes sortes d'hommes, dans toutes sortes d'endroits. Il l'entendait prononcer ces paroles malpropres par lesquelles finement elle guidait le désir de son partenaire. Pour un mari aimant, ce sont des expériences difficiles à supporter. Il souffrait. La torture lui déchirait le cœur. Ensuite, il n'y pensait plus. Cependant, il gardait un souvenir pendable de ces brèves périodes de tourment. Il avait honte de lui. Il s'adressait les reproches les plus amers. De très vagues images flottaient un moment dans sa mémoire, puis elles disparaissaient. Il retrouvait son calme et sa bonne humeur. De nouveau, il avait confiance. D'ailleurs, elle l'aimait. Il se savait aimé. Il s'était marié depuis 15 ans. Les crises étaient survenues très peu de temps après le mariage. Au début, elles n'avaient pas été très violentes. Il avait seulement l'impression d'étouffer, la tête lui tournait. Il ne voyait rien de précis. Petit à petit, à mesure que les années passaient, le trouble qu'il subissait était de mieux en mieux renseigné. Jérémie entendait des voix. Cela ressemblait un peu à une conversation téléphonique. Il n'identifia pas tout de suite la voix de sa femme. Peut-être n'avait-il jamais voulu l'identifier, car il lui semblait commettre un sacrilège en soupçonnant cette dernière de le tromper, alors qu'elle lui apportait chaque jour des preuves de sa fidélité et de son affection. C'était la meilleure des épouses. Auprès d'elle, il se sentait heureux. Le dimanche ou pendant les vacances, les crises survenaient à table, alors qu'il se trouvait en tête-à-tête. Même les yeux ouverts et conscients qu'elle était assise en face de lui, il la voyait dans les toilettes d'un établissement public ou dans une automobile garée dans un parking souterrain. Elle se donnait à un homme qu'il ne connaissait pas. De temps en temps, c'était un voisin, un collègue de bureau, le garagiste ou le patron de la supérette. Mais d'autres fois, ça pouvait être n'importe qui. Un chauffeur de taxi, un anonyme croisé dans le métro, un livreur qui ne prenait pas la peine d'enlever sa casquette pendant l'accouplement. Il les voyait clairement. Ils étaient tous au mieux avec elle. Ils avaient à son égard des gestes qu'on ne se permet pas ailleurs que dans un lit, quand on se connaît depuis assez longue date. Pour Jérémie, c'était atroce. Quand elle remarquait son air étrange, un peu absent, sa femme, qui se prénommait Grâce, lui demandait ce qui lui arrivait, s'il se sentait bien, s'il avait besoin de quelque chose. Il se serait senti déchoir en lui avouant la vérité. Il ne voulait surtout pas qu'elle apprenne les doutes inqualifiables qui l'assaillaient. Mais le fait était là. Il était témoin qu'elle couchait avec l'un ou avec l'autre. S'il avait tendu la main par-dessus les assiettes, il aurait pu toucher ses débauchés. Ils agissaient devant lui, mais il n'osait pas tendre la main. Ces instants lui paraissaient interminables. En réalité, ils ne se prolongeaient jamais, au point que le repas chaud ait le temps de refroidir. Une fois la crise terminée, le repas se poursuivait comme si de rien n'était. Le bavardage, honnêtement conjugal, reprenait son cours entre deux bouchées de gigot au flageolet. « Parfois je te trouve bizarre, Jérémie, disait Grâce, comme absent, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans ta tête. Tu me regardes d'un drôle d'air. C'est rien, disait Jérémie, et l'affaire était classée jusqu'à la prochaine fois. À vrai dire, Grâce ne s'inquiétait pas. C'était une femme de grande vertu. Elle ne pensait jamais au mal. En fait, elle était sans défaut. Bébé, elle n'avait jamais dérangé ses parents au milieu de la nuit. À l'école, elle avait fait l'admiration de ses professeurs. Chose rare dans cette époque de consommation, elle était arrivée vierge au mariage. Si Jérémie lui avait demandé de faire l'amour avant,
Sous prétexte qu'on n'achète pas des chaussures sans les essayer, elle l'aurait compris et elle aurait sacrifié sa virginité sans hésiter, ne voulant pas que l'homme qui partageait sa vie puisse un jour lui reprocher d'avoir cherché à le tromper sur la marchandise. Il y a des femmes intègres. Il n'y en a pas qui le soient plus scrupuleusement que Grace. Jérémie en était convaincu. Pourtant, chaque jour, à heure fixe, par une forme d'aberration dont il n'expliquait pas les causes, il ne savait quelle puissance le confrontait au spectacle humiliant de sa femme jouissant dans des bras illégitimes. Elle y prenait un plaisir extraordinaire. Elle criait, elle râlait, comme si elle s'intimait de vomir ses amygdales. Stupéfait, incapable d'une réaction, Jérémie assistait à cette agitation malencontreuse. À raison d'un amant par jour, après 15 ans de vie conjugale, c'était plus de 5000 hommes que Grace avait connus charnellement. Le chiffre lui paraissait invraisemblable. Lui-même n'avait connu que 3 femmes, Grace comprise. Des amours de jeunesse d'une grande inhabilité. Il ne s'en était même pas fait des souvenirs. C'est dire à quel point ses aventures mineures n'avaient pas compté pour lui. Revenu à lui chaque jour après avoir téléphoné à Grace, il notait dans un carnet ce qu'il avait vu, décrivait le partenaire, détaillait les paroles échangées, précisait les conditions de l'orgasme. Il dressait également un état des lieux où le congrès s'était produit, mentionnait le décor de la tapisserie, signalait à la présence d'un lit ou d'un fauteuil ou d'une table qui aurait pu servir de support aux ébats. N'oubliez pas d'indiquer les accessoires que le hasard ou la perversion avait disséminés à portée des mains des amants dans l'éventualité d'une utilisation délurée. Ce labeur d'huissier le rebutait. Toutefois, il apparaissait déraisonnable de laisser se perdre une aussi luxurieuse quantité d'informations. Si décourageantes fussent-elles pour lui et parfois déprimantes, elles constituaient une réalité. Ce qui lui était donné de voir, il le voyait indubitablement, en couleur qui plus est, et plus nettement au fur et à mesure qu'il était entraîné à en capter les images et les sons. Il excluait que cela pût être un effet de son imagination, étant aussi dénué d'imagination qu'un poteau de téléphone. Cartésien dans l'âme, géométrique d'intelligence, il était de ceux qui ne croient que ce qu'ils voient à condition de le voir longtemps. Paradoxalement, il n'avait pas une nature suspicieuse, jamais il n'éprouvait le besoin de vérifier ce qu'on lui rapportait. Il admettait tout ce qu'écrivaient les journaux et n'était pas le dernier à soutenir l'authenticité d'une chose en arguant qu'il l'avait entendue à la télévision. Dans ces conditions, il lui aurait semblé absurde de ne pas tenir compte de ses visions quotidiennes. Sinon d'en tenir compte, du moins de les considérer à leur juste valeur. Soit comme un message de l'au-delà, soit comme un phénomène de transmission de pensée, soit encore comme le symptôme d'une maladie. Dans ce dernier cas, il pressentait que le diagnostic serait laborieux. Compulsant son carnet, force lui était de constater que Grace avait couché avec la moitié des hommes de la ville. Dans ses relations, elle avait épuisé toutes les figures de la rhétorique sexuelle, à l'exception de la sodomie, ce sur quoi Jérémie se fondait pour conclure qu'elle n'avait pas abdiqué toute dignité. Elle avait couché avec son patron, à lui, avec le directeur du personnel, avec le chef des ventes, avec les contremaîtres, en respectant la préséance hiérarchique. Il reçut un coup au cœur lorsqu'il la surprit en équipage avec un délégué syndical qui la bourrait contre la machine à café, en n'ayant déshabillé de lui que le strict nécessaire. Un manutentionnaire n'eut même pas le réflexe d'ôter ses gants de protection. Ses grosses pattes alourdies de caoutchouc orange se cramponnaient aux hanches de Grace et la manœuvraient sans prévenance comme un ballot de chiffon. C'était pathétique à observer. Jérémie se révoltait. Lui, il l'a cajolée, cette femme, il l'a touchée comme un objet fragile. Il s'inquiétait de ce qu'elle ressentait. « Je te fais pas mal, je vais pas trop loin, c'est pas trop fort. Tu veux que j'aille moins vite? As-tu envie de te reposer 5 minutes ?» Il était toujours le premier à lui proposer un instant de détente, à lui demander si elle ne voulait pas boire un verre d'eau ou manger une sucrerie. Elle lui disait « Non, non, continue, c'est très bien. » Il la continuait donc, l'esprit léger, pour lui obéir, pour consentir à son vœu d'épouse comblée, gâtée, respectée. Il se montrait attentif à sa respiration, à sa manière de remuer, à la température de sa peau. Il s'en servait comme d'un instrument précieux, il mettait même de la distinction dans leur rapport. Elle eut une période un peu officielle où elle coucha avec le maire, puis avec les adjoints, et finalement avec l'ensemble du conseil municipal.
Pendant qu'elle y était, elle eut le député, le sénateur et un commandeur de la Légion d'honneur, dont l'appendice n'atteignait pas la taille d'un pouce. Puis ce furent des chanteurs illustres, des comédiens célèbres, des écrivains connus. Elle s'adaptait à chaque situation comme une professionnelle. Elle semblait infatigable, inusable. Rien ne la dégoûtait. Dans le lot, elle dut subir des outils mal conformés, tordus, vrillés, coudés. Elle trouvait toujours le moyen de s'en servir à la satisfaction générale. Plus d'une fois, Jérémie fut consterné par l'état d'encrassement dans lequel des personnalités maintenaient leurs membres. Pour une ménagère tatillonne comme l'était Grace, il y avait de quoi régurgiter d'un coup tous les repas qu'elle avait absorbés dans sa vie depuis sa première tétée, mais elle ne s'en offusquait pas. Elle faisait mine de penser que cette malpropreté ajoutait de la variété à un acte qui, si on n'avait pas pris garde, serait devenu banal. Un jour, elle se mit au noir. C'était un boxeur d'une hauteur de 2 mètres, une véritable brute. Puis il y eut d'autres noirs, des dizaines. C'était lassant pour Jérémie. Il lui semblait qu'elle les importait d'Afrique par bateau entier. Elle fréquenta de près plusieurs phénomènes de cirque, des géants, des nains, des hommes à 2 têtes, des tatoués, des hommes troncs. Jusqu'où ira-t-elle dans la perversion, s'interrogeait Jérémie, et il attendait le lendemain pour en savoir plus. Ce fut quand elle manifesta l'ambition de coucher avec le pape qu'il eut le pressentiment que cette idée pouvait porter malheur. Le pape a fait vœu de chasteté, c'est un homme respecté, qui porte sur ses épaules le poids des péchés du monde, et ce qui est plus grave, le lourd fardeau des ans. Pas ça, décida Jérémie, qui avait le blasphème en horreur. Il crut mourir quand il découvrit le remuement, sans ambiguïté, d'étoffes précieuses et de chair féminine. Le Saint-Père développait une ardeur juvénile dans un corps de vieillard. Il prononçait des paroles impies tout en latin et très excitantes pour Grace, autant que Jérémie put en juger. Il s'entendit crier, il se jeta en avant et voulut les séparer, mais le pape refusait d'interrompre sa randonnée. Tout en chevauchant, il éleva le ton et croissa. « Va des rétros, Satana !» Jérémie essayait de le raisonner. « Très Saint-Père, Dieu vous regarde, vous entraînez une épouse dans l'abîme de l'adultère. Souvenez-vous des 10 commandements, très Saint-Père. Laisse-le, Jérémie, suppliait Grace. Il est vieux, il a droit à un dernier plaisir. » Ce fut une négociation insoluble. Jérémie se tournait vers le plafond. « Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La situation était désespérée, il trépignait. Le pape s'activait sous le sien siège, Grace jouissait, remerciait le ciel, jurait qu'il n'avait jamais connu autant de plaisir. Elle félicitait son partenaire, qui continuait à s'affairer dans des superpositions de soutane et de drap. Jérémie pleurait. Tout ce en quoi il avait cru depuis qu'il avait vu le jour s'effondrer. L'infaillibilité du pape, le 6e commandement, ne pas commettre l'adultère, le 9e commandement, ne pas convoiter la femme d'un autre. Il entreprit une ultime tentative pour les séparer, fonçant tête baissée au milieu du lit. Touché à l'épaule, le pape roula sur le côté avec un gémissement de déconvenu, puis il tomba du lit et ne bougea plus. Quand Jérémie revint à lui, il était assis à son bureau, et ses collègues le plaquaient solidement contre le dossier de sa chaise. On lui rapporta qu'il s'était jeté en avant au milieu de la pièce et qu'il donnait des coups de pied et de poing autour de lui. « Je crois que je suis surmené », murmura-t-il pour s'expliquer. Pour la première fois depuis qu'il avait des visions, il pensa sérieusement qu'il devenait fou. Le chef de service lui apporta un gobelet de café et lui conseilla de consulter un médecin. Il dit qu'il se sentait de nouveau bien. Il parla de malaise, de migraine, de fatigue, de changement de saison, de troubles digestifs. Le chef hochait la tête et voulait bien le croire sur parole. Quand l'ordre fut revenu dans le bureau, Jérémie ouvrit son carnet et décrivit la scène qu'il avait vécue, sans en omettre quoi que ce soit. C'est avec tristesse qu'il s'astreignait à ce devoir. Il s'en voulait d'être intervenu dans les affaires qui, à bien y réfléchir, ne le concernaient pas. Il s'en était pris à l'image du pape, et ça, ce n'était pas bien. Même en rêve, on ne lève pas la main sur un pape, même si on le surprend en train de faire amour à la femme qu'on aime. Grace avait raison, le pape était vieux, il avait droit à un dernier plaisir. Grace avait toujours raison, c'était une épouse parfaite. Il respira profondément pour savourer ce bonheur d'être le mari d'une telle femme. Il pria en son fort intérieur, adjurant Dieu de le guérir de sa jalousie et de ses idées malsaines. À défaut, dit-il, faites que Grace ne prenne que des amants qui ne heurtent pas mes convictions religieuses. Il sentit que Dieu l'exauçait, car une grande joie se dilata en lui,
jusqu'à occuper toute la place dans son corps des profondeurs obscures à l'extrémité des doigts. Dans l'allégresse de l'instant, il se promit de mieux contrôler ses fantasmes désormais. Il essayerait de recommencer avec des choses simples, des gens ordinaires, des camionneurs, des guichetiers de la sécurité sociale, des quincailliers, des contrôleurs, des chemins de fer. Il s'avisa qu'il n'avait pas beaucoup encore exploré le monde agricole. Grace aimerait l'odeur de la ferme. Après une journée de travail, il émane des vaches des effluves délicieuses de naturel et fort. L'univers des fromageries pourrait également offrir des divertissements de qualité. Et puis elle ferait l'amour avec plusieurs hommes, 2 ou 3 pour commencer. Ensuite on verrait 10, 20, 50, ce serait selon l'humeur. Le soir, en rentrant à la maison, il vit que Grace avait pleuré. Il lui demanda ce qui s'était passé. « Le pape est mort, dit-elle dans un souffle navré. Aurait-il pris une basilique dans la figure, qu'il n'en aurait pas été plus assommé? Comment ça, le pape est mort? Ils viennent de le dire aux informations, le pape est mort. Il est mort comment? Il est tombé de son lit pendant l'heure de midi. » Jérémie s'affaissa. Il se retrouva à genoux sur la moquette du salon. « C'est de ma faute, dit-il en tournant son visage vers Grace. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jérémie? Je raconte que tu avais raison, j'aurais dû te laisser faire, pardonne-moi. » Elle constata qu'il était fiévreux. Il se frappait la poitrine en répétant que c'était sa faute. Quand elle l'entendit manifester qu'il voulait mourir, elle appela le médecin et confia à ce dernier qu'elle pressentait depuis plusieurs mois que son mari n'allait pas bien. On emmena Jérémie à l'hôpital. Il en sortirait peut-être un jour. Une semaine plus tard, Grace découvrit le carnet. Elle le lut. Tout n'était pas faux, mais dans l'ensemble, c'était très exagéré, surtout vers la fin. Voilà, à la prochaine.